utilise tout le temps des croyances familiales, sociales, afin d'induire chez la victime un sentiment de culpabilité. Il faut absolument être dans la confrontation et mettre l'autre personne devant ses responsabilités. Je fais de mon mieux, ou alors je n'ai pas de problème de conscience, ou alors j'ai fait ce que je pouvais, et donc là on renvoie l'autre à son échec, et systématiquement donc on fait de la contre-manipulation. Madame Leïla Naïm, bonjour. Bonjour Madame Bref. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation à cette chaîne de vidéos. C'est à moi de vous remercier pour votre confiance. Donc aujourd'hui vous allez nous parler du chantage émotionnel. Donc première question, est-ce que le chantage émotionnel a une place dans la vie professionnelle? Certainement. Alors oui, le chantage émotionnel consiste à utiliser la sensibilité et les failles de l'autre pour parvenir à des fins personnelles, même quand on est dans un milieu professionnel. Alors la personne visée présente systématiquement, en général, des faiblesses émotionnelles ou alors comportementales ou d'attitude. Et l'investigateur du chantage, il a repéré ceci et il lui souffle les sentiments de culpabilité et les menaces d'une façon continue. Alors donc ce chantage peut prendre en entreprise différentes formes, des formes bénignes et des formes qui pourraient aller carrément pour être systématiquement plus graves. Donc ça pourrait se traduire par les mots, mais aussi des fois par certains silences, certaines attitudes d'ignorance, ou carrément de la bouderie, ou carrément la mauvaise humeur, jusqu'à ce que la personne finalement manipulée puisse céder à la réponse exigée. Quels sont les signes d'un chantage émotionnel? Alors, donc, les signes du chantage émotionnel sont très très différents. Ça vient toujours voilà, comme j'ai dit, donc il y a une personne qui est une faible estime de soi et que systématiquement, en fait, elle doute d'elle, et donc ça a été bien évidemment repéré par une personne tierce dans l'entreprise, et que voilà, elle lui met la pression, donc à partir de cette entrée-là. Donc il faut quand même distinguer plusieurs, on va dire, formes. Hein. Il faut être capable, en entreprise, de repérer le bourreau qui menace, donc celui qui est tout le temps en train de menacer. Donc il a repéré que l'autre, il avait une peur, et donc il commence à le menacer en entreprise. Il faut aussi repérer le martyr, qui fait tout le temps la victime. Et donc, c'est toujours la victime, c'est toujours les autres voilà, qui le traitent mal, il voulait aider, puis ça n'a pas marché, donc il joue toujours la victime. Et donc, ça pourrait être aussi un grand manipulateur. Il faut aussi distinguer le marchand de faux espoirs. Donc, celui qui va demander aux autres, en faisant ceci, ils auront cela, ou alors ceci, etc. Et donc, il leur rend finalement de faux espoirs. Alors, il faut aussi faire la différence et essayer de distinguer le faux cadeau ou alors le mauvais cadeau. C'est-à-dire que le donneur qui va toujours attendre que le receveur puisse lui rendre finalement ce qu'il lui a donné. Et donc, ça va être moi l'autre jour, j'ai fait ça pour toi. Donc, moi l'autre jour, je t'ai sauvé de cette situation. Moi l'autre jour, j'ai travaillé ce dossier à ta place. Moi l'autre jour, je t'ai sauvé quand t'es bien le chef a demandé ceci ou cela. Et donc, il faut faire très attention à cela. Et puis les fausses croyances, c'est-à-dire le manipulateur utilise tout le temps des croyances familiales, sociales, afin d'induire chez la victime un sentiment de culpabilité ou alors de faute morale. Donc ce sont ça les signes du chantage affectif en entreprise. Il faut faire attention de ne pas se mettre dans ce type de relation toxique. Il faut absolument l'éviter, l'éviter au maximum. Justement, quelle stratégie adopter pour y faire face? Tout à fait. Alors donc, il faut se mettre au clair avec soi-même, c'est-à-dire la personne devrait mieux se connaître, ou se connaître davantage, de façon à ce qu'elle connaît, finalement, en fait, elle connaît toutes les pensées négatives qu'elle a elle-même sur elle-même. Donc une personne qui se prend pour une personne qui est ingrate, ou alors incompétente, ou alors qui n'est jamais à la hauteur, ou qui ne vaut rien, elle doit connaître qu'elle a tel type de croyances limitantes sur elle-même. Il faut les connaître, pour ne pas justement, en fait, être manipulé par les autres, qui vont bien sûr les découvrir. Il faut aussi apprendre à être dans la contre-manipulation. Qu'est-ce que ça veut dire être dans la contre-manipulation? Ça veut dire tout simplement ne pas donner la prise au manipulateur. Donc ne cherchez surtout pas à se justifier, parce que ça va fragiliser la personne devant son manipulateur. Il s'agira tout simplement au fait de renvoyer
ses propres croyances à cette personne, par le biais bien sûr de phrases telles que je fais de mon mieux, ou alors je n'ai pas de problème de conscience, ou alors j'ai fait ce que je pouvais, et donc là on renvoie l'autre à son échec, et systématiquement donc on fait de la contre-manipulation. Troisième stratégie, c'est oser la confrontation, donc il n'y a pas mieux. C'est-à-dire qu'il s'agit de renvoyer à l'autre son besoin, en le mettant devant ses responsabilités propres et aussi de l'impliquer davantage dans le problème. Ce n'est pas uniquement ma faute, c'est aussi une faute partagée, ou alors ce n'est pas du tout de ma faute, mais tu as fait quelque chose. Bref, il faut absolument être dans la confrontation et mettre l'autre personne devant ses responsabilités.